Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de Légipilote et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au document unique. C'est parti. Le DURP ou document unique d'évaluation des risques professionnels est une des obligations légales parmi les plus complexes. En effet, il implique à la fois la maîtrise du cadre juridique prévu par le Code du travail, mais aussi l'aspect technique de l'analyse des risques. Le but de cette vidéo est donc de vous présenter ces deux aspects pour vous permettre de réaliser votre document unique dans les meilleures conditions. D'ailleurs, elle fait partie d'un ensemble de ressources que Légipilote vous met gratuitement à disposition dans sa boîte à outils du document unique. Vous pouvez y accéder avec le lien dans la description et obtenir un modèle gratuit, la méthode pour le compléter, notre livre blanc sur le sujet et l'accès à une démo de présentation de notre offre d'accompagnement DURP+. Et tout au long de la vidéo, je vais vous présenter concrètement comment remplir un document unique en utilisant notre modèle gratuit. Je vais vous partager mon écran et compléter au fur et à mesure les différents onglets pour vous expliquer la méthode. Et maintenant que tout est dit, on peut démarrer. Pour expliquer ce qu'est le document unique, il faut déjà savoir d'où il vient et pourquoi il existe. Alors on va faire un petit tour d'horizon du cadre juridique dans lequel il s'inscrit. Il y a deux dates très importantes à connaître en la matière. En premier, la directive européenne du 12 juin 1989 qui établit les principes fondamentaux en matière de santé et de sécurité au travail. Et en second, la loi du 31 décembre 1991 qui transpose dans le Code du travail français les principes de cette directive. Ce régime juridique va apporter deux éléments fondateurs. Le premier se trouve à l'article L 4121-1 du Code du travail et prévoit ceci. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article continue en détaillant ce que sont ces mesures nécessaires et il s'agit de la prévention, de la formation et de l'organisation. Ainsi, l'employeur fait l'objet d'une responsabilité en matière de santé et de sécurité de ses salariés. Le deuxième élément se trouve à l'article suivant qui prévoit ceci. L'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des 9 principes de prévention. Ces 9 principes sont les suivants. Éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective plutôt qu'individuelle et donner les instructions appropriées. C'est donc sur cette base que le document unique s'inscrit. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés sur la base des 9 principes de prévention qui rendent indispensable la démarche d'évaluation des risques professionnels. Si on devait répondre en une seule phrase, voilà comment est-ce qu'on pourrait le définir. Le DURP est un document obligatoire pour toutes les entreprises et qui a pour objectif d'identifier et d'évaluer les risques auxquels les salariés sont exposés dans le cadre de leurs prestations de travail. Le premier élément à retenir est donc qu'il s'agit d'une obligation légale. Il n'y a aucune exception liée au secteur d'activité ou à l'ancienneté de l'entreprise. Le deuxième élément concerne le périmètre d'application. Le DURP est à effectuer au niveau de l'établissement et pas seulement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait 2 établissements, par exemple une usine avec 2 sites de production différents, devrait faire l'analyse des risques de manière séparée pour chaque établissement. Il est tout à fait possible de regrouper l'analyse dans un même document pour compiler les résultats, tant que l'analyse par établissement reste séparée. Et le troisième élément à connaître est la notion d'unité de travail. Chaque établissement de l'entreprise doit être découpé en unités de travail. Et c'est au sein de chacune de ces unités que l'évaluation des risques doit avoir lieu. L'unité de travail, ce n'est pas nécessairement un poste de travail, une fonction, une activité ou un processus, mais bien une situation de travail dans laquelle un ou des salariés, avec des fonctions et des activités différentes, sont exposés à un même danger. C'est donc la similitude des conditions de travail et des risques potentiels qui permet de regrouper des salariés dans une même unité de travail. On peut maintenant passer à la pratique. Comme promis, je vous partage mon écran pour vous présenter le modèle gratuit auquel vous allez avoir accès. L'objectif de ce premier onglet est de formaliser votre document unique. C'est donc ici que vous allez remplir les informations concernant votre entreprise pour l'identifier et rendre ce document officiel. Pour notre exemple, on va remplir le document unique pour l'entreprise Métal Plus, une entreprise de la métallurgie basée à Lille. Comme vous le voyez, vous avez les différentes informations avec les encarts à remplir qui reprennent le nom de l'entreprise, son SIRET, le code NAF, adresse, ville, code postal, le type d'activité, qui a créé l'entreprise, un mail de contact, la date de création et de mise à jour, et un encart pour la signature. Une fois ces informations remplies, le premier onglet est complété et vous allez pouvoir passer à la suite. Le deuxième onglet fait office de rappel du cadre juridique. Vous y retrouverez tous les articles du Code du travail ainsi que les sources légales.
Maintenant qu'on a vu la notion d'unité de travail, comment effectuer ce découpage concrètement pour une entreprise? Pour cet exemple, avec notre entreprise fictive Metal Plus, qui est une entreprise de la métallurgie, voici comment on pourrait procéder. Une première unité de travail pourrait concerner l'ensemble des fonctions support, des postes administratifs, qui même s'ils sont différents, leur exposition aux risques professionnels seront similaires. La deuxième unité de travail pourrait concerner les fonctions liées à la production. Puisqu'il s'agit d'une entreprise de la métallurgie, on peut très bien imaginer un bâtiment davantage administratif et une partie usine liée à la production. Et on pourrait même imaginer une troisième unité de travail concernant les fonctions commerciales. Avec davantage de déplacements et d'interventions sur des sites extérieurs, les risques professionnels auxquels ils vont être confrontés seront différents de leurs collègues sur site. Bien sûr, ce n'est pas la seule manière de faire. Le découpage pourrait être encore plus précis ou englober davantage en fonction des conditions réelles de travail. Maintenant que vous avez connaissance de l'obligation d'avoir un document unique et que votre découpage en établissement et en unité de travail est effectué, l'étape la plus cruciale va pouvoir commencer et il s'agit de l'analyse des risques. Tout d'abord, il faut identifier les risques existants. Il s'agit de faire l'inventaire de toutes les situations dangereuses auxquelles les salariés peuvent être exposés dans chaque unité de travail. Vous pouvez soit identifier la situation directement, soit raisonner par famille de risques professionnels pour les regrouper par catégorie. Par exemple, vous pouvez commencer par identifier les risques physiques, comme les ports de charge, les vibrations ou l'exposition au bruit, les risques chimiques, comme l'exposition à des substances dangereuses, les risques ergonomiques, comme les postures contraignantes ou les gestes répétitifs, ou les risques psychosociaux, comme le stress ou les surcharges de travail. Cette première étape permet donc de faire la liste exhaustive des risques existants. Mais l'identification des risques n'est que la première partie du travail, puisque l'obligation implique de les évaluer. Alors de quoi s'agit-il quand on parle d'évaluation des risques professionnels? Eh bien cela concerne la méthode de cotation utilisée pour déterminer le niveau d'importance d'un risque. Et pour ce faire, on va utiliser une matrice de risque qui va combiner ces deux caractéristiques. Comme vous le voyez, l'idée est de découper en 4 niveaux différents la probabilité du risque et sa gravité. La probabilité va de très rare à très fréquente, et la gravité de faible à très grave. Chacun de ces paliers vaut un certain nombre de points qui permet d'effectuer la cotation et ils sont également associés à une référence. Ici, il s'agit d'une version simplifiée, mais par exemple, pour déterminer qu'un risque a une probabilité rare de survenir, on va considérer que son occurrence est mensuelle. Ainsi, un risque considéré comme fréquent sera associé à un rythme hebdomadaire. Ce découpage permet de faire une cotation de chacun des risques sur la base d'un référentiel commun. Une fois la probabilité et la gravité déterminées pour chacun des risques, il s'agira de calculer son score. Le score de risque s'obtient en multipliant le niveau de gravité à celui de probabilité, pour ainsi obtenir une matrice permettant de hiérarchiser les niveaux de risque. Dans cette version simplifiée, la matrice de risque permet d'identifier 3 catégories différentes. Et c'est grâce à ce découpage dans l'évaluation des risques que vous allez pouvoir prioriser vos mesures de prévention. Dans notre modèle gratuit, on vous met à disposition une version simplifiée de la méthodologie d'analyse des risques professionnels. En plus du niveau de gravité de la fréquence d'exposition, vous allez retrouver un troisième élément concernant la maîtrise du risque. L'analyse se fait donc en 2 temps, la détermination de l'importance du risque en multipliant la fréquence par la gravité, et ensuite la détermination de la priorité d'action en multipliant fréquence et gravité par le niveau de maîtrise. Car si des actions sont déjà présentes dans l'entreprise pour limiter un risque, ces mesures doivent être prises en considération dans l'évaluation. Comment fonctionne concrètement l'analyse des risques professionnels dans un document unique? Toujours avec notre entreprise fictive Metal Plus, on va voir ensemble comment déterminer un risque et procéder à son évaluation. Puisqu'on a découpé notre entreprise en 3 unités de travail différentes, il vous suffit juste d'indiquer l'unité concernée dans cette case et de dupliquer les onglets pour chaque unité. Pour notre exemple, partons du principe qu'on a pu identifier pour les fonctions support un risque de chute de plein pied. Il s'agit du risque général qu'on va venir indiquer dans la colonne famille de risques. Pour donner plus de précision, la colonne situation de travail a pour objectif d'illustrer le risque qu'on vient d'identifier. Les chutes de plein pied peuvent survenir pour différentes raisons, comme les sols glissants, encombrés, abîmés ou des zones de passage étroites ou peu accessibles. Une fois qu'on a identifié ce risque et qu'on l'a illustré, la troisième colonne permet d'identifier les conséquences sur la santé. Ainsi, une chute peut entraîner des blessures, des fractures, des contusions ou des entorses. Avec ces différents éléments, il est possible de remplir la colonne liée à la gravité. Il suffit d'ouvrir le menu déroulant pour venir sélectionner le niveau de gravité. Vient ensuite la fréquence d'exposition. Comme on l'a vu, il s'agit de déterminer à quel point les salariés sont exposés à ce risque que nous venons d'identifier.
À nouveau, le menu déroulant permet de venir sélectionner la fréquence en question. La détermination de la gravité et de la fréquence permet de mesurer l'importance du risque. Comme vous le voyez, en fonction des réponses sélectionnées, le niveau d'importance du risque se mettra à jour. Une fois arrivé à cette étape, le premier niveau d'évaluation est effectué. Vous avez identifié le risque et les situations de travail dans lesquelles il peut survenir, déterminé les conséquences sur la santé, mesuré sa gravité et sa fréquence pour obtenir son niveau d'importance. Ainsi, la deuxième étape de l'évaluation peut commencer. Il s'agit, pour chacun des risques identifiés, de faire la liste des actions de prévention déjà existantes dans l'entreprise. Toujours sur notre risque de chute de plein pied, organiser le nettoyage régulier des sols et veiller à leur bon état peut venir limiter ce risque. Toutefois, ces mesures restent très basiques, ce qui explique pourquoi la maîtrise du risque est restée sur faible. À nouveau, le modèle s'adapte à vos réponses et si la maîtrise du risque avait été plus importante, la priorité d'action serait impactée. Ce niveau de priorité vous permet de hiérarchiser vos mesures dans votre plan d'action. La démarche d'évaluation des risques professionnels a pour finalité la mise en place de mesures de prévention ou d'aménagement dans l'entreprise. Si l'on revient à ce qu'on s'est dit au début de cette vidéo, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc s'il évalue un danger potentiel pouvant survenir pendant la prestation de travail, il est de son devoir de mettre en place des mesures pour l'éviter. Cette notion de plan d'action à mettre en place est prévue par l'article L 4121-3-1 du Code du travail qui prévoit ceci. Les résultats de cette évaluation débouchent, premièrement, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Et deuxièmement, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. Donc comme vous le voyez, on a une différence entre les entreprises selon si elles ont plus ou moins de 50 salariés. Premier cas, l'entreprise a moins de 50 salariés. L'employeur devra alors déterminer une ou des actions pour corriger ou limiter les situations à risque qu'il a identifiées. Deuxième cas, l'entreprise a plus de 50 salariés. Dans ce cas, l'employeur devra mettre en place un programme de prévention qu'on appelle le PAPRIPACT. Cette fois-ci, le contenu est bien plus détaillé et surtout obligatoire. En effet, en plus de préciser les mesures à prendre, le PAPRIPACT doit indiquer le budget alloué pour chaque mesure, la liste des étapes pour la réalisation des mesures prévues, le nom du responsable de la mise en œuvre et la date de fin envisagée de la mesure en question. Et on revient sur notre exemple pour déterminer les mesures à prendre en fonction de notre évaluation. Avec ce risque de chute de plein pied, on voit que le niveau d'importance du risque est modéré. Toutefois, dans notre entreprise fictive, les mesures existantes sont relativement faibles. Le niveau de priorité d'action est donc considéré comme important. La dernière colonne permet donc de déterminer les mesures à prendre pour améliorer la prévention. Il peut s'agir de limiter les déplacements pendant le travail, de choisir un revêtement de sol antidérapant, d'améliorer l'aménagement et la signalisation dans l'entreprise, ou de faire porter des EPI aux salariés. Et comme on vient de le voir, pour les entreprises de plus de 50 salariés, chacune des mesures doit être détaillée en termes de budget, d'étapes, de responsables et de dates. Ça y est, votre document unique est complété puisque vous avez identifié les risques, les avez évalués et vous avez mis en place des mesures de prévention. Pour autant, il reste encore quelques éléments à connaître pour considérer la démarche comme terminée. Tout d'abord, abordons le rôle du CSE, le comité social et économique. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE doit être consulté lors de la mise en place du document unique et de ses mises à jour. Le projet doit donc lui être présenté pour obtenir son avis, favorable ou défavorable, et ses commentaires éventuels. La santé et la sécurité font partie des domaines d'intervention du CSE, dont les membres sont d'ailleurs formés en la matière. C'est donc en toute logique que le CSE puisse intervenir sur le sujet. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, même si un CSE existe, il n'est pas obligatoire de le consulter. Toutefois, cela reste fortement conseillé de l'inclure pour améliorer la qualité de l'analyse des risques. Une fois votre document unique finalisé, il doit être mis à disposition des salariés de l'entreprise, mais aussi de l'inspecteur du travail ou encore du médecin du travail. Et à ce sujet, l'affichage obligatoire de votre entreprise doit indiquer les conditions d'accès au DUERP. Une fois arrivé à cette étape, toute la démarche est terminée, en tout cas en ce qui concerne sa phase initiale. En effet, le DUERP est un document qui n'est pas figé et dont le contenu va s'adapter au fil du temps. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, la mise à jour du document unique doit être annuelle. Mais dans toutes les entreprises, il doit obligatoirement être mis à jour en cas de changement important dans les conditions de travail ou en cas d'événements particuliers.
Et chaque nouvelle version ne doit pas venir supprimer la précédente. En effet, en cas de mise à jour, la version précédente doit être conservée et chacun des DURP doit être archivé pendant 40 ans. Et pour conclure, je vous rappelle que l'absence de document unique fait l'objet d'une amende de 7 500 € et peut être considérée comme un délit d'entrave, puni de 3 750 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Voilà, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur le document unique et disposez de tous les outils pour le réaliser. Je vous rappelle que vous avez accès à notre modèle gratuit et au livre blanc qui résume toute la présentation et plus encore dans la boîte à outils avec le lien dans la description. Et vous avez aussi la possibilité de réserver une démo pour découvrir notre offre d'accompagnement DURP+, pour vous éviter les contraintes et gagner du temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet, c'était Victor, ciao.